Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce premier webinaire consacré à différents sujets. Je vais le repréciser dans le cadre de la SITL qui se tiendra, comme vous le savez, du 13 au 15 septembre 2021. On en est ravis d'ailleurs. Nous attendons avec Pierre Bézomy qui sera le journaliste, l'animateur de cette conférence, de cette première table ronde. Nous attendons avec Pierre que vous vous connectez. Le compteur monte. Très bien, nous en sommes ravis. Et puis, j'en profiterai pour faire un petit message introductif, bien entendu, pour vous parler de la SITL, de ce prochain événement du transport de logistique qu'on attend tous, tous les professionnels de la profession que nous sommes. Nous attendons tous ce rendez-vous avec impatience. Donc, je vous en dirai un petit mot. Et puis ensuite, je laisserai bien entendu la parole à Pierre et à ses invités, à ses speakers, à ses experts métiers qui parleront des bénéfices des livraisons de nuit silencieuses en logistique urbaine, mais je vais y revenir dans quelques instants. On attend que le compteur monte et puis on va démarrer tranquillement. La conférence de webinar s'articulera, comme je vous ai dit, autour d'une thématique bien précise, qui sera d'ailleurs un pitch, un teasing, puisque vous retrouverez bien entendu sur la prochaine édition de nombreuses conférences et ateliers. Je rappelle que la CITEL, c'est une centaine d'ateliers et de conférences sur les 3 jours. C'est ce qui fait bien entendu aussi une des forces de notre événement. Juste pour vous préciser quelques points opérationnels sur les trois webinars, vous avez un lien d'inscription sur chaque table ronde. Donc, si vous voulez vous inscrire à la table ronde de 10h30, c'est un autre lien qui sera animé par Yves Couture. À la troisième table ronde, elle sera animée par Gilles Dansard. C'est un autre lien de connexion. On a bien splitté les 3 webinars. Vous avez un mode, bien sûr, sur Zoom que vous connaissez toutes et tous de questions-réponses. N'hésitez pas à aller sur l'onglet questions-réponses. Léonie Loiseau, notre responsable communication événement, qui drive avec Célia les comités de pilotage et les différents contenus, les différentes conférences, est là à votre disposition en back-office et fera un point avec Léonie et tous les speakers une dizaine de minutes avant la fin de la conférence, donc probablement vers 10h, 10h05, mais le maître du temps sera bien entendu Pierre. N'hésitez pas à nous dire dans le fil de discussion si le son est bon et cohérent. Voilà un petit peu les règles du jeu que vous connaissez toutes et tous. Je vais me permettre de commencer donc un peu plus officiellement. Donc, comme vous le savez, je suis Thomas Desplanques, le directeur de la division transport et logistique de la SITEL, en charge des patrons de la SITEL et également d'un autre événement Supply Chain Event qui se tient les 24 et 25 novembre 2021. Là, on va se consacrer bien entendu à la SITEL. Donc, ce matin, au programme de ce SITEL Online Morning, 3 conférences, 3 webinars. Le premier, comme je vous ai dit, animé par Pierre Bézomy. Vous allez pouvoir découvrir, avoir quelques informations et participer activement sur une thématique, un nouvel éclairage sur les bénéfices des livraisons de nuit silencieuses en logistique urbaine. Le deuxième webinaire démarrera à 10h30, comme je vous ai dit, avec un autre lien de connexion. Cette thématique sera autour des perturbations dans le transport international des marchandises, comment s'adapter. Table ronde animée de main de maître par Yves Couture, et puis la troisième sera animée par Gilles Dansard. On sera sur une thématique purement ferroviaire, très ferroviaire, l'été positif. Ça tombe bien, on est en plein été, même si avec la météo, on ne se rend pas compte. Ouais, ça sera une thématique qui débutera à 11h30. Le troisième webinaire clôture à 12h15. Voilà l'organisation, j'allais dire, de cette matinée. Pour rappel, comme je vous ai dit, SITL du 13 au 15 septembre. Ce que je peux vous dire par rapport à notre édition de la SITL, c'est que la SITL se porte très très bien. Et d'ailleurs, je remercie tout le marché, tout l'écosystème. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons plus d'exposants que la dernière édition. Donc, il y a une effervescence, une appétence à vouloir revenir, se réinscrire à cette SITL pour pouvoir refaire du business. Se rencontrer, faire du networking, participer activement à des conférences. Donc, on est ravis que cette SITL qui avait été reportée mi-septembre se porte très bien. On est très confiants. On est en train de pousser les murs pour tout vous dire pour les dernières réservations, donc tant mieux. Il y aura beaucoup, beaucoup de monde et surtout des acheteurs et des exposants de qualité qui vont se retrouver sur cet événement. Un petit mot sur la SITL 2022. Dans vos agendas respectifs, la SITL 2022, nous avons déjà communiqué les dates depuis quelques jours. La SITL 2022 se tiendra à Villepinte du 5 au 8 avril 2022, mais là, on va se consacrer sur cette SITL de 2021, porte de Versailles.
Dernier petit message et clin d'œil à Pierre Bezomi, puisque je vais laisser la main à Pierre. Pierre, je suis doublement ravi que ce soit Pierre qui anime cette première conférence et qui ouvre le bal, puisque déjà c'est un spécialiste entre autres de la logistique urbaine et de beaucoup de sujets, et spécialiste de la logistique du froid, comme vous le savez. Donc on a des acteurs de logistique du froid ce matin sur cette table ronde, et je les remercie. Mais je laisserai Pierre faire le tour de table et le tour des présentations des speakers qui sont présents et qui contribuent activement à lancer ce premier webinaire. Doublement ravi, pourquoi je disais, parce que Pierre est partenaire, référent sur la logistique du froid, puisque comme vous le savez, nous avons un village du froid by Selfie depuis maintenant finalement 2020, qui va donc du coup sortir de terre sur cette décision 2021. Donc nous en sommes ravis de collaborer avec Pierre sur cette prochaine édition. Voilà, j'en ai terminé avec ce préambule. Merci encore de vous connecter à ce webinaire. Au plaisir de vous retrouver du 13 au 15 septembre. Je vais laisser maintenant la main à Pierre et à ses invités, à ses experts métiers. N'hésitez pas à poser vos questions sur le module. Léonie fera une synthèse à la fin. Bon webinaire. Moi, je vais me déconnecter pour me connecter en mode participant. Excellente matinée. Pierre, je te laisse la main. Bonjour à tous. Merci Thomas. Merci Thomas et puis bravo pour la ténacité de toute l'équipe SITL. Le thème de cette table ronde aujourd'hui, c'est un nouvel éclairage sur les bénéfices des livraisons de nuit silencieuses en logistique urbaine. Donc c'est le sujet de cette table ronde avec évidemment la perspective de la SITL et du village du froid by Selfie. Donc bonjour, je suis donc Pierre Bezomi, le directeur de Nouveaux Horizons, la société éditrice des médias Froid News, transportissimo.com, de TRM Le Guide et puis d'autres médias. Donc j'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui parmi nos invités, nous avons Armelle Perrier, donc on va la voir d'un instant à l'autre, une petite question de minutes. Nous avons Éric Devin, le président de Certibruit. Bonjour à tous. Nous avons Thomas Mathieu, le responsable RSE et maîtrise des risques transport Carrefour Supply Chain. Bonjour Thomas. Enfin, on a Victor Ravillers, qui est le responsable RSE et maîtrise transport Carrefour. Pardon, nous avons Victor Ravillers, le chef de projet au Club Demeter. Et donc, bienvenue à tous. Bonjour. Voilà, donc acheminer dans les meilleures conditions les flux de marchandises qui entrent, sortent et circulent dans la ville, c'est devenu l'enjeu majeur des collectivités locales et des professionnels de la logistique. Le transport de marchandises représente à lui seul 15 à 20% des émissions de gaz à effet de serre et contribue à l'émission de polluants, à des nuisances sonores et à la congestion des villes. C'est ce qu'on appelle les externalités négatives, comme dirait Éric Devin. En investissant dans le développement de livraisons de nuit silencieuses, les professionnels et les collectivités disposent d'un levier efficace permettant d'apaiser la ville avec, premièrement, la place des livraisons de nuit dans les politiques de logistique urbaine, les équipements silencieux des véhicules et des points de livraison, on verra ça tout à l'heure. Enfin, on fera le point sur les différents labels qui soutiennent toutes ces initiatives. Alors, Éric Devin, rappelez-nous les fondamentaux de Certibruit. Merci Pierre. Eh bien écoutez, Certibruit, c'est une histoire très enrichissante, mais je vais d'abord faire un petit spot sur les externalités négatives. Vous avez ici une petite enquête des municipalités qui classe les principales externalités dont souffre la ville avec les livraisons urbaines. En tête viennent d'abord la congestion. Donc la congestion, des bouchons, etc., des difficultés de circulation qui sont liées à des problèmes de place, des conflits d'usage de plus en plus avec les mobilités douces qui se mélangent avec les piétons et puis la circulation à la ville. Enfin, le bruit et puis la pollution atmosphérique ainsi que les problèmes de sécurité. Donc, dans ce domaine, il y a déjà quasiment 10 ans, en 2010, Certibruit a été à l'origine avec le Club Demeter, le SEMA Froid et les acteurs de la grande distribution d'une expérimentation
à la demande de la région Île-de-France pour décaler les livraisons pendant les périodes de faible affluence dans les villes. Donc, de jouer sur l'externalité congestion, avec évidemment la nécessité de travailler sur l'externalité bruit. Et c'est en 2011 qu'a été créé un comité de pilotage dont l'objectif a été de développer une approche livraison nocturne respectueuse de l'environnement et des riverains. C'est-à-dire de mettre en place un cercle vertueux qui consistait à livrer la nuit sans bruit, avec une meilleure efficacité, notamment sur le fonctionnement des engins de transport, donc moins de pollution locale, de manière à soustraire de la ville les livraisons pendant les périodes de pointe. Et puis, en 2012, cette association de fait est devenue une association formelle avec la création de l'association Certibruit, qui est une association loi 1901 avec 3 membres fondateurs et tous les participants dans ce domaine. Et depuis, nous ne cessons de développer une approche par métier parce que on s'est aperçu que les aspects externalités, notamment le traitement du bruit, dépendaient essentiellement des types de matériel utilisé et donc étaient très liés à l'activité des métiers. On arrive à 2018, avec l'extension aux librairies. Oui, tout à fait. Donc en 2018, extension du label aux librairies, qui effectivement ont à la fois des types d'engins spécifiques et puis des modes de livraison spécifiques, avec notamment le fait que les librairies sont des petits commerces, donc la notion de livraison en absence, la gestion de la sécurité pour ces livraisons, donc des exigences un petit peu différentes de celles qu'on avait pu développer, notamment pour les commerces de bouche, de la grande distribution, qui disposent évidemment de plus de personnel, de capacité de travail en horaire décalé, de sas de livraison de plus grand gabarit. Et puis en 2020, la création donc d'un groupe de travail avec un changement fondamental dans l'approche, puisqu'on nous a demandé d'avoir une approche collaborative, notamment pour les galeries marchandes, avec plusieurs commerces simultanés, de pouvoir gérer les flux de livraison dans le temps et de manière harmonieuse entre les différents commerces. Donc, cette approche a donné naissance à une nouvelle charte qui est applicable aussi d'ailleurs aux horaires de jour, considérant que les profits que nous avions pu tirer de nos travaux pour les livraisons de nuit pouvaient aussi avoir un impact pour les impacts environnementaux pour les livraisons de jour. Voilà, donc sur quoi se base Certibruit globalement? Sur un concept, comme je vous l'ai dit, de bénéfice sociétal et économique, donc une approche de développement durable et réaliste, basée sur la réduction des pollutions dans la ville, basée sur la réduction des coûts de transport, donc une approche gagnant-gagnant, et puis d'apporter une solution de logistique durable, notamment pour procurer un outil de reconnaissance des efforts accomplis auprès des municipalités, des collectivités. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes une association assez importante avec plus de 70 membres aujourd'hui, qui représentent toute la collectivité des parties prenantes, les loueurs, les transporteurs, les enseignes, les gestionnaires d'espace, des associations et des syndicats professionnels, des collectivités, des constructeurs, des experts, et des représentants aussi des résidents, hein, des citoyens, qui sont les premiers évidemment impactés par la démarche de livraison dans la ville. Très bien, Eric. Voilà. On va donc, merci déjà pour ces premiers éclaircissements concernant Certibruit. Est-ce qu'Armelle est avec nous? Armelle est avec nous. J'ai enfin réussi à me connecter. Bonjour Armelle, bonjour et bienvenue. Alors Armelle Perrier, vous êtes
Vous êtes la directrice du développement durable et la responsable de l'environnement Europe chez STEF. Donc, la première question, je me tourne vers vous pour vous demander quel est l'engagement de votre entreprise en matière de transition énergétique, de RSE et donc de livraison urbaine propre et silencieuse. Je crois que vous avez des diapos, enfin une diapo ou deux à nous montrer pour pouvoir justement expliquer ce que vous faites avec Certibruit, entre autres. Alors, déjà, pour remettre un petit peu dans le contexte, la mission de STEF, c'est d'approvisionner les populations en produits alimentaires. Donc, on a suivi les modes de consommation et les modes de distribution depuis près de 100 ans. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on est engagé en termes de réduction de nos impacts environnementaux et particulièrement, on travaille effectivement sur la logistique urbaine dans les grandes métropoles européennes, donc selon 3 axes, selon l'amélioration de la qualité de l'air, la congestion et évidemment la réduction des nuisances sonores. Donc, par rapport à ça, ce qu'on propose en fait et ce qu'on met en place pour accompagner les collectivités, c'est une organisation spécifique pour nous permettre d'anticiper et de répondre aux enjeux de la ville de demain, avec donc de la collaboration entre les villes et STEF, ainsi qu'avec les organisations professionnelles, des modèles opérationnels adaptés aux politiques des villes. Donc, on évoquait la livraison de nuit, ça fait partie des modèles qui peuvent répondre à un certain nombre de contraintes. Et puis des solutions techniques évolutives qui nous permettent de nous adapter au jour le jour quasiment. Très bien. On va développer tout ça un petit peu plus tard dans le cadre de cette table ronde. Donc, je vais passer maintenant la parole à Thomas Mathieu. Je rappelle que vous êtes le responsable RSE et maîtrise des risques, transport, Carrefour Supply Chain. Chez Carrefour, quelle a été la démarche de votre entreprise avec Certibruit et à quand remonte-t-elle? Alors, bonjour bien, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que l'engagement avec Certibruit, finalement, remonte à près de 10 ans. Alors, Eric, on a dressé le panorama. Alors, je vais juste vous projeter une petite slide que j'avais prévue. Donc, forcément, l'engagement, il est contre le bruit, il est pionnier. Ça fait plus de 10 ans qu'on a déployé le premier camion silencieux, et notamment sur Paris, qu'on a contribué avec d'autres et à participer à l'élaboration du label Certibruit pour les magasins, donc voilà, avec lesquels on a bien évidemment expérimenté sur plusieurs villes, Paris notamment, Lyon et Bordeaux par la suite. Donc voilà, ça a été, c'est quelque chose qui est important pour nous, qui est comme le disait Eric, le bruit est une externalité négative importante en ville, et forcément les magasins Carrefour étant assez nombreux en milieu urbain, c'était quelque chose de stratégique pour nos activités. Donc, on a, je dirais, commencé avec le premier camion, élargi un petit peu à finalement ce qui est aujourd'hui le process de livraison silencieuse, ce qu'on pourrait appeler la chaîne du silence, ou en tout cas de pouvoir la garantir. Donc, on a continué chemin faisant à impliquer, nous, nos magasins urbains sur les principales grandes villes, bien évidemment en lien avec les expérimentations du club Déméter. Et aujourd'hui, alors en tout cas depuis quelques années, c'est quelque chose qui est plutôt en standard. On a densifié nos magasins impliqués avec Certibruit dans toutes les grandes agglomérations françaises, avec une flotte bien évidemment de véhicules silencieux conséquents et qui vont avec. Donc on est aujourd'hui en capacité de garantir dans les principales zones urbaines que nos magasins soient livrés en 100% avec des véhicules silencieux. Aujourd'hui, on a près d'une quarantaine de magasins labellisés, globalement sur tous les formats et sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc ça accompagne vraiment notre stratégie de distribution urbaine qui est responsable, avec à la fois l'aspect propre, je pourrais y revenir, et le silence qui est très important, notamment pour nos riverains qui sont, il ne faut pas l'oublier, nos premiers clients. Très bien, merci Thomas. Victor Ravillers, je rappelle que vous êtes le chef de projet au Club Déméter. Pourriez-vous nous présenter rapidement ce qu'est le Club Déméter et l'historique de vos relations avec Certibruit? Bien sûr. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Déjà, je suis ravi de participer à cette table ronde à vos côtés ce matin. Et donc, le Club Déméter, effectivement, c'est une association qui fêtera pour le coup ses 20 ans en 2022.
Et l'origine de l'association, elle trouve ses racines finalement dans la volonté d'un petit groupe d'acteurs en 2002, du coup, de travailler collectivement à trouver des solutions pragmatiques pour une logistique plus responsable. Et donc aujourd'hui, et depuis toujours d'ailleurs, l'association, elle regroupe des entreprises pour le coup de la chaîne logistique. Donc on y retrouve une quarantaine de membres, qui soient des prestataires logistiques, des distributeurs ou des industriels. Et on a une quatrième typologie de membres, pour le coup, qui sont des membres plus institutionnels, qu'on appelle institutionnels, qui sont pour le coup des acteurs, pour le coup, qui sont des pôles de compétitivité, des laboratoires de recherche. On a le ministère de la Transition écologique et solidaire ou encore l'ADEME, qui sont membres institutionnels du club, qui gravitent autour de ces questions logistiques. Et donc, qui participent aussi de près aux expérimentations qui sont menées au sein du Club Déméter. Et donc, l'ADN du Club Déméter, c'est l'expérimentation. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la culture POC, Proof of Concept. Et donc, l'idée, voilà, c'est de faire coopérer les membres entre eux pour expérimenter des pratiques innovantes et voilà, valoriser les engagements RSE des entreprises. Très bien, une vraie complémentarité finalement avec Certibruit. Tout à fait, tout à fait. Et l'origine de Certibruit, Eric l'a rappelé tout à l'heure, hein, les relations avec Certibruit. La logistique urbaine, donc il y a différents chantiers qui sont abordés au sein du Club Déméter. C'est plus d'une centaine d'expérimentations qui ont été menées depuis 2002 autour de différents chantiers. On a des chantiers autour des moyens de transport, typiquement autour des nouvelles énergies, de la transition énergétique, du transport alternatif, ou encore d'autres chantiers plutôt sociaux, sociétaux, autour de la santé, sécurité des collaborateurs, autour de la formation, de l'inclusion. Mais le chantier de la logistique urbaine, pour le coup, c'est un axe prioritaire qui est arrivé un peu plus tard que la création de l'association. On a démarré, comme Eric le rappelait, en 2009, les premiers pilotes. Donc c'est en 2009 finalement avec la région Île-de-France, comme le disait Eric, et avec Certibruit. En tout cas, c'est ma foi, parce que Certibruit n'était pas encore créé en 2009, où on a commencé à imaginer des premiers tests sur des livraisons nocturnes avec du matériel PIC pour déjà essayer d'évaluer l'impact de ces livraisons décalées. Très bien, merci pour ces explications. Éric Devin, où en est aujourd'hui donc Certibruit, on l'a vu rapidement, mais globalement, que constatez-vous des nouvelles évolutions et des demandes spécifiques de vos adhérents, en particulier pour optimiser leurs investissements? Comment concrètement a évolué finalement la demande? Alors, d'abord, je voudrais souligner que depuis 10 ans, on a vu quand même un plan d'investissement des entreprises tout à fait important. Je n'ai pas de chiffres pour comparer avec, par exemple, la conformité aux normes euro, qui est obligatoire, mais sur le parc d'engins, aujourd'hui, les transporteurs, les enseignes font appel à du matériel effectivement certifié PIC. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur les matériels silencieux, donc j'y reviendrai peut-être à la fin du webinaire. Mais en tout cas, il y a eu un plan d'investissement tout à fait remarquable qui fait qu'aujourd'hui, dans les rues, même le jour, on a des véhicules PIC qui circulent pour les livraisons et ça fait un coût. Alors effectivement, le coût en question doit être considéré comme un investissement à long terme parce qu'effectivement, on a aujourd'hui des freins pour la livraison de nuit et ces freins aujourd'hui sont essentiellement, je dirais, liés à une fébrilité, disons, des élus. Même si par ailleurs, dans la plupart des métropoles, on a des chartes de logistique urbaine qui reconnaissent les livraisons horaires décalées, qu'on a pu institutionnaliser la démarche Certibruit dans plusieurs documents structurants, des plans de prévention du bruit dans la ville, des chartes de logistique urbaine, y compris des programmes de certificats d'énergie. Donc, on a aujourd'hui globalement travaillé sur le fond. Maintenant, il faut effectivement développer l'appropriation par les collectivités de ce formidable levier, puisqu'encore une fois, on a des problématiques de gestion de l'espace urbain. L'espace urbain n'est pas fait pour augmenter, notamment en raison de la place limitée du camion en ville, qui est inscrite dans toutes les politiques, de la quasi-totalité des politiques des métropoles. Et que si on ne peut pas se partager l'espace, il faut pouvoir se partager le temps. Et donc, les livraisons de nuit se feront de toute façon. Et aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs importants. Alors, on parlait de Steph, de Carrefour, on a McDonald's, on a ensuite des commerces plus petits aussi, je ne vais pas tous les citer,
qui se sont engagés. Et ceux-là, à mon avis, auront un avantage sur tous les autres qui peut-être ne suivront pas les bonnes pratiques. Alors, je ne sais pas si c'était la bonne question, la bonne réponse à la question. On va laisser répondre une personne peut-être de chez Steph ou de Carrefour sur la partie véhicules silencieux, d'un point de vue un petit peu plus technique. Mais je voulais demander par rapport à ce que vous venez de dire, Eric, les collectivités locales, est-ce qu'elles sont finalement généreuses avec vous en termes de laisser rouler la nuit? Et jusqu'à quelle heure avez-vous le droit de rouler? Alors, les collectivités locales sont… alors, dans une collectivité locale, c'est quand même plein de gens, hein. Il y a les élus, il y a les services techniques. Donc, les services techniques, eux, sont plutôt très ouverts, hein, puisqu'on a, on a des groupes de travail constants avec les grandes villes. La difficulté est plus dans la mise en place de réglementations qui facilitent franchement les livraisons la nuit, une hétérogénéité de ces réglementations. Donc, quand on parle de livraison de nuit et d'horaire, il faut bien s'entendre, hein. On parle de livraison décalée tôt le matin ou le soir jusqu'à minuit, ou peut-être 1h du matin. On va rarement dans la nuit noire, hein. Donc il ne s'agit pas non plus d'une concession extraordinaire. Et d'ailleurs, la charte précise qu'on évite le cœur de la nuit qui peut poser problème. Donc, on a plutôt une bonne collaboration. On a certaines villes qui financent, qui subventionnent les professionnels pour adapter leurs locaux et leurs engins de transport aux exigences de la charte Certibruit, notamment la certification PIC et puis l'insonorisation des commerces. Ces subventions ne sont pas forcément très bien connues et très bien utilisées aujourd'hui par les professionnels en raison de la difficulté de trouver l'endroit où il faut demander la subvention. Donc, il y a une coopération. Elle n'est pas totalement, à mon sens, suffisamment transparente parce que je pense que les élus ont peur des plaintes des riverains. Voilà, c'est mon sentiment. Je ne sais pas si elle est partagée par une petite par précision, Victor. Eric, une petite précision. Il y a combien aujourd'hui de mairies ou collectivités locales qui travaillent avec Certibruit au niveau national? Alors, on a 22 villes dans lesquelles nous avons des sites. Alors, parfois, on peut avoir qu'un seul site, hein, qui travaille effectivement dans ce domaine-là, en raison surtout de l'implantation et de la volonté des acteurs, des professionnels. Donc, tant que tout se passe bien, et c'est l'objectif de Certibruit, bon, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci Eric. Armel Perrier, pourriez-vous nous rappeler en quelques exemples en quoi consiste le déploiement du parc propre et silencieux de Steph dans nos villes, ce qui permettra en particulier de répondre à une des questions des auditeurs? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous sommes spécialistes donc, de la livraison en température contrôlée. Ça veut dire qu'on a deux bruits sur nos véhicules. On a la motorisation du camion et on a le groupe frigorifique, indispensable pour maintenir les marchandises à bonne température. En ce qui concerne les motorisations des camions, on a plusieurs axes de travail. On a le déploiement des camions gaz qui nous permettent également dans les villes qui ont mis en place des zones à faible émission et des restrictions de circulation, le gaz permettant d'avoir un niveau de bruit un petit peu inférieur. Et nous travaillons surtout sur les groupes frigorifiques qui sont généralement la plus grosse source de nuisances sonores, puisque quand on livre, le moteur du camion est évidemment arrêté. En revanche, le groupe frigo, la plupart du temps, tourne. Donc, depuis une dizaine d'années, sur nos véhicules de distribution, on a un certain nombre de véhicules qui sont équipés de groupes cryogéniques. Donc, ils sont des groupes cryogéniques à l'azote, il en existe également au CO2, qui ont le grand mérite d'être 100% silencieux. Donc ça, c'est vraiment un outil extrêmement intéressant. On travaille aussi au déploiement de groupes frigorigènes, groupes frigorifiques électriques. Ça veut dire qu'on n'a plus de moteur thermique sur le groupe, mais le groupe est alimenté électriquement, ce qui fait qu'on a un effet silencieux également extrêmement intéressant. Et puis sur la motorisation des véhicules,
on est en train d'explorer les pistes du véhicule électrique, puisque le véhicule électrique, il existe déjà des poids lourds électriques. En revanche, vu les besoins que nous avons, nous, en puissance et en autonomie pour alimenter nos groupes froids, il est aujourd'hui un petit peu compliqué de trouver des modèles de camions électriques qui répondent à nos besoins d'autonomie, mais on a fait un test récemment et on en fera d'autres. Donc, c'est également une technologie qui s'avère très prometteuse et très intéressante pour assurer quasiment 100% silence demain. En attendant, de toute façon, on est en pleine transition énergétique et on attendra donc tous, j'imagine, l'arrivée de l'hydrogène qui devrait certainement pallier à toutes ces questions de nuisance, à la fois en termes de pollution et de bruit. Merci Armelle. Thomas Mathieu, quels ont été les bénéfices perçus de l'engagement de Carrefour avec Certibruit? Et puis, accessoirement, vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parc de véhicules propres, justement, et silencieux, s'il vous plaît. Oui, pas de souci. Alors, j'avais prévu une petite slide aussi. Je vais vous la repartager. Hop, il faut juste que j'arrive à trouver le… Je suis dépassé par la technique. J'arrive… je puisse retrouver… Voilà, excusez-moi. Pas de souci. Du coup, voilà… Aujourd'hui, notre stratégie, c'est de mettre en place je dirais des outils standards de distribution responsable avec vraiment ces deux piliers des externalités négatives qui sont importantes. Le côté technologie propre, donc Armelle on a commencé à en parler, notamment sur la partie transition énergétique des moteurs et nous, l'engagement des véhicules biométhane. Aujourd'hui, on a 600 véhicules qui fonctionnent en France. On a une ambition de doubler ce parc de véhicules à la fin d'année prochaine. Voilà, on est en bonne ligne pour pouvoir assurer qu'en fait notre activité, ce qu'on appelle dédiée, donc de livraison vers nos magasins, soit assurée au biométhane fin d'année prochaine. Donc, ce sont bien des véhicules que vous sous-traitez à des transporteurs. Vous n'êtes pas en compte propre. Bien sûr, à 95%, on travaille avec des transporteurs et on a voilà, encore une petite flotte propre qui finalement accompagne la démarche. Donc, bien évidemment, on est accompagné de transporteurs dans cette démarche et aujourd'hui, et notamment Steph, on a 50 transporteurs qui sont impliqués dans ce déploiement au biométhane. Donc, c'est important de travailler cette propreté voilà, sur l'aspect stratégie environnementale de l'entreprise et bien évidemment tout ce qui est en lien avec les ZFE. Et après, forcément, la partie bruit. Donc, comme je le disais, nos riverains sont les premiers clients, donc c'est important de garantir leur quiétude. Et là-dessus, Certibruit, bien évidemment, nous a accompagnés à recréer du lien, en tout cas, à avoir une approche un petit peu différente dans la médiation avec les riverains et clients, et forcément aussi de pouvoir toujours garantir, alors si ce n'est une mise en rayon avant l'ouverture, mais de pouvoir approvisionner nos magasins sur des créneaux, je dirais, plus faibles, là où on ne participe pas à la congestion et on est le plus transparent possible, si ce n'est avec des moyens silencieux. Donc, les avantages, il y en a plein. Aujourd'hui, on les a, plus on avance, plus on en a finalement. C'est d'une part que Certibruit est aujourd'hui en milieu urbain pour un magasin et permet de répondre aux critères des ZFE, en tout cas ces enjeux. La partie opérationnelle aussi qui est importante de pouvoir voilà, éviter de mettre forcément, vous imaginez bien, les produits en rayon pendant que le magasin est ouvert. Donc, c'est un enjeu important. Et également cette médiation entre riverains, alors qu'on a pu, Eric s'en souviendra, expérimenter à plusieurs reprises, mais qui a deux niveaux, je dirais, en ce qu'on peut appeler en curatif. C'est forcément, on a aujourd'hui plus de 1000 magasins mi-urbains, donc forcément, ça peut arriver d'avoir des problématiques en livraison. Et à ce titre, avec le CIDB et le Sémafroid, c'est vraiment voilà, un outil de médiation qui permet à la fois aux magasins d'avoir une interface avec le riverain et aussi d'avoir un suivi et de nous challenger positivement sur le suivi du plan d'action et qui, voilà, au départ, on arrive sur potentiellement une plainte d'un magasin de livraison et au final, on finit avec un magasin qui est labellisé Certibruit. Donc, c'est plutôt vertueux et ça nous permet, voilà, au-delà de ça, d'engager aussi des discussions. On a fait différentes expérimentations avec à la fois les services techniques et les élus locaux. Donc, c'est quelque chose de très important. Et puis, bien évidemment, mais ça, c'est quasiment du standard,
de déployer du matériel silencieux, que ça soit sur les véhicules ou en magasin. Ça, c'est rentré dans nos concepts. Donc finalement, voilà, aujourd'hui, un magasin urbain a du personnel qui est formé, sensibilisé et a tous les outils, je dirais, actifs pour pouvoir être le plus silencieux possible lors des opérations. Et 2 heures du matin, je vois sur votre slide, vous avez beaucoup de communes qui Non, vous alors, autorisent jusqu'à 2 heures du matin? aujourd'hui, on a un petit peu de fait exclu un peu ce qu'on pourrait considérer la nuit noire. On est plutôt tôt le matin, le créneau 5h, 7h et tard le soir. Voilà. Aujourd'hui, on a des contraintes d'accès, vous imaginez bien aussi de la part du personnel dans les cœurs de ville en pleine nuit. Globalement, voilà, comment un collaborateur Carrefour peut aller en magasin en plein Paris à 3h du matin, c'est compliqué. Lorsqu'on n'a pas de SAS, donc on n'en a pas forcément toujours. Donc, si on peut, on essaye d'être de pouvoir être le plus dans la nuit possible, mais on est généralement tôt le matin et tard le soir. Voilà, on commence à partir de 5 heures et on arrête les livraisons à partir de minuit. Donc, Très bien. voilà, quand les conditions le permettent. Merci Thomas. Victor Ravillers, quelle est la vision du Club de Metter en matière de logistique urbaine? Oui, alors la vision, on en parlait tout à l'heure, on parlait de la réceptivité finalement des collectivités ou des territoires au travers des enjeux de la logistique urbaine ou des enjeux autour des externalités négatives. La vision qu'on porte au sein du Club des Metters, c'est celle de promouvoir finalement une collaboration publique-privée d'acteurs pour initier encore une fois des expérimentations qui soient co-construites entre ces acteurs privés et publics et qui permettent de tendre vers des organisations logistiques qui soient efficientes et au bénéfice de chacun de ces acteurs. Si je reprends les termes d'Éric, on est vraiment, nous aussi, dans une démarche d'approche gagnant-gagnant qui répond à la fois aux intérêts des entreprises et à la fois aux intérêts des collectivités. Donc, l'objectif qu'on a, c'est finalement d'aller dialoguer avec ces collectivités, ces territoires. On pense effectivement que la logistique, c'est une affaire de territoire, donc c'est localement qu'on va essayer avec elles de trouver des solutions, de valoriser finalement des actions qui peuvent se co-construire avec ces collectivités, ces territoires, et de déployer des solutions, des actions les plus opérationnelles possibles. Quand on développe des projets avec des collectivités, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, c'est des projets assez courts, assez pragmatiques, à horizon 6-18 mois, et des choses qui soient opérationnelles et déployables assez rapidement sur les territoires, avec cette volonté, et on l'a dit tout à l'heure, unanime, qui est de contenir les externalités négatives qu'Éric a citées, donc autour des émissions de polluants atmosphériques, autour de la congestion du trafic, autour des émissions de gaz à effet de serre, de la congestion ou bien évidemment de la pollution sonore. Donc ça c'est clair. Et la philosophie du Club des Metters, typiquement, c'est ce qu'on met aussi en avant quand on commence à dialoguer avec des collectivités ou des territoires. C'est la suivante, c'est de livrer le moins souvent possible et de rester le moins longtemps possible lors de ces livraisons. Tout ça à volume et à énergie constante. Et donc une des solutions pour résoudre cette équation, c'est justement de faire des livraisons en horaire décalé, qui soient silencieuses, qui soient les plus optimisées possibles, donc potentiellement avec des véhicules plus gros, et donc de reporter ces livraisons sur des temps où on va diminuer et générer moins d'externalités négatives que si on les avait opérées dans des heures plus traditionnelles. Donc la massification, on voit bien que c'est la priorité pour vous et pour d'autres. La relation, vous et Certibris, c'est la même chose. La relation avec les collectivités s'est-elle améliorée ces dernières années? Le dialogue s'est-il bien développé? Et qu'est-ce que vous en dites, vous, de votre côté, avec Demeter? On sent effectivement que le dialogue s'améliore, de par notamment, alors on le voit en ce moment, de par les ZFE, les zones à faible émission, qui sont de plus en plus prégnantes dans les grandes collectivités, qui sont pour le coup là surtout axées autour des polluants atmosphériques. Effectivement, on sent, alors depuis 2009, effectivement, où on a initié les premières expérimentations avec ces collectivités, on sent une réceptivité effectivement de plus en plus importante, avec une montée en puissance des enjeux de logistique urbaine, des problématiques qui touchent finalement tous les acteurs, à la fois les citoyens, les résidents, les collectivités et les entreprises. Donc effectivement, on sent davantage d'ouverture dans le dialogue avec ces collectivités aujourd'hui. Ouais. Très bien, merci. Éric Devin, quels ont été les faits d'armes les plus représentatifs de votre action? Je pense notamment à l'apaisement de conflits avec des riverains. Par exemple, il y en a eu quelques-uns. Vous allez peut-être pouvoir nous citer un ou deux exemples, Éric? Je vais pas citer de nom, évidemment, ni d'enseigne, mais on a eu effectivement plusieurs types de plaintes. Alors, il y a effectivement des plaintes qui sont basées sur le fait que il y avait personne pour y répondre. Et là, je rappelle que Certibris, dans ses chartes, inclut une ligne téléphonique
puis la mise en relation avec le magasin qui est concerné. Et donc, la médiation dont parlait Victor, je crois, tout à l'heure, non, c'est plutôt Mathieu, je crois, qui en parlait. Cette médiation, tout de suite, fait baisser quand même la tension. Donc, on a eu des demandes tout à fait récemment d'un conseil syndical qui souhaitait devancer finalement, je crois que ça devait être l'installation d'un magasin ou en tout cas des livraisons en horaire décalé, pour être demandeur de la labellisation Certibruit pour le magasin en question. Donc ça, c'est tout à fait nouveau puisque ça fait, enfin, les consommateurs n'étaient pas vraiment dans le cadre d'une plainte, mais d'une action de prévention qui est totalement dans les gènes de la charte, qui est d'établir en amont un contact entre le magasin, les riverains qui sont, je rappelle aussi, souvent les clients de ce magasin, pour éviter que ça se passe mal. Et donc, ça, c'est un vrai succès. C'est un vrai succès dans ce domaine. Après, il y a aussi des plaintes qui sont non fondées. Et dans ce cadre-là, Certibruit permet d'objectiver cela. Il y a déjà plusieurs années, je me souviens d'une plainte qui était supputée être liée au bruit des livraisons, mais qui en réalité était liée à l'emprise sur une place de livraison, alors que le riverain avait l'habitude de se garer toutes les nuits sur cette place non, qui n'était pas sanctuarisée. Alors on dit plus sanctuarisée, mais en tout cas qui n'était pas réservée aux livraisons. Et le fait qu'on puisse décaler la nuit des livraisons faisait qu'il perdait sa place de parking. Donc là, effectivement, on peut dire que c'est une plainte qui n'était pas fondée et on a réussi à sortir de ce piège, entre guillemets, relatif à un usage détourné finalement de la place de livraison. Voilà, donc ça permet véritablement de faire le tri et là-dessus, je pense qu'on a réussi à pacifier pas mal de situations. Dans d'autres cas, il y avait des plaintes qui étaient véritablement justifiées, où on a dû accompagner le professionnel. Bon, une grande enseigne, c'est aussi plein de responsables de magasins qui ont autre chose à faire, qui ne sont pas forcément sensibilisés, qui peuvent aussi évoluer dans le temps, hein. Et donc, cet accompagnement permet finalement de montrer la voie d'une médiation avant qu'on arrive au problème au problème qui est la désolé. La judiciarisation. Voilà, judiciaire. Bon, bref, une plainte formelle à la préfecture de police qui, là, effectivement, est un vrai problème puisque c'est susceptible de suspendre des livraisons purement et simplement. Donc, justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sur la totalité des dossiers litigieux qui ont été traités depuis une dizaine d'années, y a-t-il eu finalement sanctions de Certibruit envers des magasins certifiés qui ont perdu leur certification? Alors, on a suspendu des certifications, très clairement, le temps que des plans d'action soient mis en place et on les a ensuite réactivés. L'idée, en général, on travaille avec des entreprises qui ont d'abord une responsabilité sociale et qui ne laissent pas traîner les choses. Donc, non, il n'y a pas de suppression de labellisation. Il y a eu des suspensions temporaires, le temps de mettre en place des plans d'action. Et c'est ce travail de collectif qui amène aussi les citoyens à donner leur confiance dans la problématique. Je voudrais rajouter seulement un point, c'est que dans beaucoup de cas, et je dirais que c'est la majorité, au moins 70% des cas, les plaintes que nous recevons n'émanent pas de sites qui sont labellisés Certibruit. Et donc, ces plaintes sont reçues souvent parce que le riverain n'a pas d'autre espace d'échange formel avec les magasins en question. Et ces magasins ne font pas partie des acteurs membres de l'association. Donc, petit à petit, ils le rejoignent, puisque c'est un moyen de solutionner le problème.
Merci Eric. Armel, chasser le naturel et il revient au galop, comme on dit, en termes de formation. Comment faites-vous pour faire passer les messages, pour que les bonnes pratiques perdurent et pour que finalement tous les efforts que vous déployez les uns et les autres ne s'étiolent pas avec le temps dans les équipes sur le terrain? Alors, vous avez raison, on a parlé technique, on a parlé PIC pour les véhicules. Donc, nous, tous nos véhicules de distribution sont actuellement certifiés PIC, tous les nouveaux achats qu'on fait. Mais au-delà de ça, un véhicule, il est effectivement utilisé. Il est utilisé par un conducteur. Nos conducteurs nous sont systématiquement formés à la distribution. Nos conducteurs qui agissent en distribution, ils sont systématiquement formés, que ce soit pour le fonctionnement des groupes froids, qui doivent effectivement rester silencieux et donc arrêter pendant les livraisons. Et on a un système de formation systématique avec un formateur référent sur site qui accompagne les nouveaux conducteurs sur leur première tournée. Ce qui permet aussi, on évoque le matériel, on évoque la formation, mais les horaires décalés, les horaires de livraison décalés, ça nécessite aussi que le magasin qui est livré ou le commerce qui est livré puisse réceptionner ces marchandises à l'heure à laquelle on les livre. Donc, nous, chez certains de nos clients, on fonctionne avec des sas de livraison. Donc voilà, la formation conducteur comprend tous ces aspects-là, l'utilisation du sas, l'utilisation du groupe froid en livraison urbaine et la question de la gestion des nuisances sonores. Mais est-ce que vous avez des petites piqûres de rappel pour les personnels qui sont impliqués de nuit? Alors aujourd'hui, je sais pas vous répondre. Je ne pense pas qu'on ait une formalisation de piqûres de rappel. En revanche, chaque nouvelle tournée, chaque nouveau client livré nécessite de toute façon un ajustement de la formation sur la tournée. Et donc, à cette occasion-là, on en profite évidemment pour parler de la gestion des nuisances sonores en livraison urbaine. Alors, Thomas, merci Armel. Thomas Mathieu, comment vous adaptez-vous aux contraintes des ZFE et en quoi les élus, les espaces logistiques de livraison urbaine à faible impact environnemental peuvent-ils constituer une réelle opportunité d'amélioration de la qualité de la vie en ville, puisque tout est lié, pollution, bruit, encombrement? Alors, on a essayé justement au travers de notre modèle de distribution propre et silencieux de définir à la fois un outil standard matériel, donc camion, et aussi le process qui permettait le mieux de répondre à ces enjeux multiples qui sont, vous le dites, la pollution, le bruit, l'encombrement, pour en citer d'autres. Donc voilà, il nous semble que le fait de coupler la labellisation Certibruit d'un magasin avec une flotte de distribution de camions propres, c'est potentiellement l'une des réponses alors déjà qui existe à court terme pour les ZFE et qui nous semble être celle qui est adaptée. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on a déployé dans les principales agglomérations, qui aujourd'hui est un standard pour nos magasins et qu'on tend à déployer sur l'ensemble de la France. Donc finalement, pour nous, comme on le disait, on ne va pas le livrer en véhicule pic que la nuit, on le livre aussi le magasin le jour. Donc comme le disait Eric, c'est des surcoûts qu'on intègre, mais finalement qui font partie de l'exigence qu'on a au niveau de nos magasins et plus généralement sur la vie de la cité. Donc du coup, on est plutôt proactif sur la généralisation de ces livraisons silencieuses et propre et qui nous permet que demain, en fait, on puisse que les ZFE ne soient pas des contraintes, en fait, que ça soit qu'on ait réfléchi collectivement à des réponses à apporter à la ville et au contraire, on a des bonnes relations, alors notamment avec la mairie de Paris, enfin même toutes les autres villes, où on présente nos actions et c'est ce qu'on coordonne aussi également avec ce que coordonne le club d'émetteurs, où on est en capacité les chargeurs et distributeurs engagés à proposer des expérimentations et finalement tout un panel de bonnes pratiques qui répond bien, on le pense, aux enjeux des villes sur les ZFE. Donc finalement, transformer les contraintes en opportunités. Victor, quelles sont les collectivités avec lesquelles vous avez pu conduire des expérimentations? Autrement dit, de quels projets croisés s'agit-il avec Certibruit? Alors, on le disait, Eric en a parlé en introduction, effectivement, quand il retraçait l'historique de Certibruit en 2009. Donc, on a initié déjà des premiers tests de livraison nocturne
avec du matériel PIC, on le disait, en collaboration avec la région Île-de-France. Donc ça a été les premières expérimentations avec des collectivités qu'on a pu mener, avec déjà des premiers résultats positifs sur les émissions de GES, sur la baisse de la congestion, sur l'amélioration de la sécurité routière, par exemple. Ensuite, si je peux prendre peut-être 3 exemples, effectivement, peut-être Lyon en 2014, donc avec Certibrouille, où là, donc effectivement, on a mené une expérimentation, comme le disait Thomas aussi à l'instant, qui impliquait du coup un ensemble de chargeurs membres du club d'émetteurs, dont Steph et Carrefour, pour essayer d'appréhender les externalités positives et négatives de ces livraisons en horaire décalé. Donc là, sur Lyon, encore une fois, des résultats très positifs. Un magasin Certibrouille, labellisé Certibrouille, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, le deuxième exemple, un peu plus récent, donc c'est un pilote avec Bordeaux qu'on a mené en 2016, avec Bordeaux Métropole, où là, encore une fois, le cadre de l'expérimentation, c'est la livraison nocturne. Donc, comment développer une logistique qui soit silencieuse et propre la nuit pour proposer une solution vertueuse pour le citoyen, le riverain et les acteurs économiques. Donc là, une expérimentation de plus grande envergure avec une vingtaine de points de vente impliqués, 6 enseignes, encore une fois des indicateurs de suivi et de pilotage, donc des analyses environnementales de ces livraisons, des analyses de bruit. Là, en l'occurrence, on a eu l'occasion avec Certibrouille Sémafroid de mener et d'opérer 4 mesures de bruit qui ont été faites dans l'hypercentre de Bordeaux, principalement rue Sainte-Catherine, pour ceux qui connaissent un peu l'hypercentre bordelais. Et donc, ces mesures de bruit, elles ont permis de caractériser les émissions sonores des opérations de livraison et de mettre en avant les pics sonores qui soient liés ou non à cette livraison. Et là encore sur Bordeaux, certains magasins ont pu être labellisés. Et la dernière en date, c'est du coup un pilote à Strasbourg en 2019, finalement, qui fait suite à la mise en place d'une réglementation par Strasbourg, par l'Eurométropole, qui concerne la Grande Île depuis 2018, pour le coup, donc c'est vraiment l'hypercentre strasbourgeois, avec une interdiction de livrer avec des véhicules de plus de 7,5 tonnes et des plages horaires, pour le coup, assez encadrées, entre 8h et 11h. Donc c'est comme ça qu'on a, nous, approché la collectivité et qu'on a commencé à travailler avec un adjoint au maire et puis la responsable en charge des marchandises à l'Eurométropole de Strasbourg, en leur proposant une approche en 3 étapes. Déjà, de regarder à l'échelle d'1 ou 2 points de vente, en l'occurrence, on l'a fait avec un Naturalia et un Monoprix, d'essayer de comprendre sur un cas concret comment on pouvait travailler avec eux. Donc, encore une fois, des mesures environnementales, de la récolte de données, des mesures de bruit, des formations, comme on le disait notamment avec Armel, des réceptionnaires, du chauffeur, qui ont été dispensés par Certibrouille. Et ces mesures de bruit, effectivement, pour bien s'assurer que la pratique que l'on proposait, qui était celle de livrer plus tôt avec des véhicules plus gros, était finalement, avait bel et bien un impact positif sur le territoire. Très bien. Donc, ces mesures ont permis de constater l'efficacité des engagements pris par Monoprix, en l'occurrence par le transporteur qui était Transalliance. Ok, parfait, merci. Alors, Éric Devin, pour ce qui est de l'avenir et même du présent, vous avez ouvert Certibrouille à d'autres univers, en particulier les librairies, mais pas seulement. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, d'abord, en termes d'évolution, on s'ouvre effectivement à des petits commerces. Alors, les libraires en font partie, bien qu'il y ait une coordination du transport qui n'est pas tout à fait comparable aux autres commerces. Et je voudrais souligner aussi qu'au sein de l'association, on commence aussi à réfléchir justement à des solutions innovantes. On a des adhérents qui sont des startups et qui permettent notamment de développer des livraisons en absence, qui est un des freins pour les petits commerces. Dans le domaine des libraires, il y avait déjà la constitution de SAS avec un transporteur unique qui avait les clés de tous les SAS. Donc, le déploiement s'est fait de façon beaucoup plus facile. Donc, ça, c'est un champ d'évolution très important. Quand on parle des établissements de livraison de logistique urbaine, c'est-à-dire les galeries marchandes ou éventuellement les hubs urbains qui permettent ensuite de déployer des livraisons du dernier kilomètre. Donc, on a aujourd'hui des très gros acteurs qui commencent à s'engager. Cette charte est un peu différente des chartes traditionnelles Certibrouille qui se basaient sur des obligations de moyens. On a parlé de camions PIC, de formation. La majorité des chartes Certibrouille se basent sur l'obligation d'utiliser des engins de transport certifiés PIC, l'obligation d'avoir du matériel de transbordement, notamment des transpalettes certifiées PIC, l'obligation de former le personnel
à la fois aux bonnes pratiques de livraison silencieuse, mais aussi à la capacité d'instaurer de la médiation en cas de problème. Donc, tous ces éléments sont le cœur mécanique de l'ensemble des chartes de Certibro. Avec la charte des élus, on va un cran plus loin. Au-delà des obligations de moyens dont je viens de parler, on intègre une analyse de risque avec une étude des impacts des livraisons en termes d'externalités négatives, de manière à mettre en place un plan d'amélioration et d'abattement des externalités sur la base de cette analyse de risque. Alors, je vais prendre un exemple pour illustrer. Donc, une galerie marchande qui serait juste à côté d'un EHPAD ou d'une crèche peut avoir des préoccupations de limiter le bruit le jour avec un niveau de sévérité qui est celui de la nuit en raison de la population à proximité. La nature géographique de l'implantation de l'établissement logistique, notamment les conditions d'accès, la taille des routes, le nombre d'aires de livraison qui est disponible, va induire une collaboration entre les acteurs de manière à limiter, par exemple, la congestion. Donc ça, c'est une évolution majeure avec cette dernière charte sur les établissements logistiques urbains. Alors, dans les développements, je voudrais aussi signaler qu'on a été fortement sollicité par d'autres pays, notamment en Espagne et en Suisse, de manière à pouvoir développer notre approche dans ces pays. Donc, bon, il y a un certain nombre de professionnels qui sont déjà présents dans ces pays et qui vont évidemment participer à l'aventure. Mais donc, Certibro pourrait dépasser les frontières de la France, en tout cas des métropoles françaises. Ai-je bien répondu? Parfait, Eric. Pour avancer et revenir en même temps sur le présent et l'avenir avec Armelle, je reviens donc sur la partie un peu plus technologie déployée et évolution du parc STEF et de ses sous-traitants, parce que j'imagine que STEF a aussi un certain nombre de sous-traitants qui sont impliqués dans ces programmes de livraison urbaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et je pense notamment à l'annonce qu'a faite récemment le président de Chero en annonçant que STEF allait bientôt exploiter en expérimentation, ou peut-être même plus qu'en expérimentation, en tout cas exploiter la fameuse semi-remorque hydrogène Power H2 qui fonctionne donc avec un système à hydrogène. Vous en êtes où alors, Armelle? Alors oui, effectivement, hein, l'hydrogène, ça nous fait tous, ça nous fait tous envie, ça nous fait tous un petit peu rêver. Aujourd'hui, c'est un rêve qui est en train de devenir réalité, en tout cas pour la partie groupe frigorifique. Et effectivement, on va pouvoir tester cette année, on pourra même tester deux semi-remorques avec un groupe froid hydrogène. Et ça devrait nous permettre, alors le groupe froid hydrogène, ça n'est ni plus ni moins qu'un groupe froid électrique. Donc, effectivement, en termes d'émissions sonores, c'est complètement vertueux. Voilà. Donc, ça, c'est une technologie à laquelle on croit et on croit fortement et on travaille effectivement avec nos partenaires pour arriver à développer cette technique-là et surtout à la rendre industrialisable et donc exploitable sur du long terme. Hein, j'évoquais tout à l'heure la technologie de la cryogénie pour les groupes froids, qui est également très intéressante et qui nécessite, pour pouvoir être vraiment une technologie d'avenir, d'être industrialisée, une technologie sur laquelle on peut compter. Donc, tous les rêves et tous les prototypages, c'est bien. En revanche, quand on commence à pouvoir effectivement les expérimenter puis passer en phase d'industrialisation, ça devient vraiment très, très intéressant et c'est effectivement ce qu'on touche du doigt avec les groupes froids hydrogène. On va incessamment sous peu, j'en suis sûre, arriver à quelque chose d'exploitable sur du long terme. Si tout à l'heure, quand on parle d'hydrogène, donc on a sur les groupes frigo, on peut évoquer aussi le camion à hydrogène dont beaucoup de monde parle et dont un certain nombre de prototypes peuvent déjà être expérimentés. Voilà, c'est une autre piste qui permettra aussi de gagner sur la réduction de notre impact sonore. Eh bien, merci pour cette réponse qui est presque, je dirais, une conclusion. Eric, le petit mot de la fin, il nous reste encore 1 minute.
Qu'est-ce qu'on peut, pour conclure, dire à nos auditeurs? Bien, écoutez, moi, je voudrais simplement faire un petit rappel historique de la livraison de nuit. La première fois que c'est apparu, c'est dans un texte de Jules César qui expliquait que les livraisons étaient interdites le jour, sauf pour fabriquer des monuments à l'effigie des dieux. Et depuis Jules César, on n'a jamais cessé de limiter la livraison de nuit. Et maintenant, on se rend compte qu'il faut revenir en arrière. Donc, je pense que il a fallu plusieurs centaines d'années pour faire en sorte que les livraisons de nuit soient rendues un peu compliquées, mais qu'on va accélérer très vite maintenant la capacité de le faire dans le respect des riverains, parce que c'est le point le plus important, de manière à ce que la ville soit plus durable et puis que la place du camion en ville se maintienne dans des conditions réalistes. Le développement durable ne sera réaliste ou ne sera pas du tout. Voilà. On ne pourra pas continuer à alimenter les grandes métropoles comme Paris sans avoir recours à des camions frigorifiques. Tout ne pourra pas se faire en vélo. Et la livraison de nuit est le levier le plus simple et globalement le moins coûteux pour la collectivité, même s'il y a eu des efforts industriels très importants en termes d'investissement. Mais pour la collectivité, c'est le levier le moins onéreux pour améliorer la vie. Voilà, ces quelques mots. Merci Eric pour cette conclusion impériale et merci à vous toutes et tous d'avoir participé à cette table ronde.